Donc, vous me demandez ce qu'est la bonne gouvernance. D'abord, j'aimerais définir ce qu'est le mot gouvernance. En fait, c'est un mot qui a été inventé nouveau pour désigner quelque chose de très ancien, quoi. Gouvernance, pour moi, c'est synonyme de gérer, administrer. Donc, je préfère tout de suite liquider cette question de pas trop mettre sur ce terme gouvernance qui, bon, finalement ne signifie que administrer, gérer. Bon, on y a ajouté la question des stakeholders, c'est-à-dire les parties prenantes, la bonne gouvernance, où c'est une bonne gestion qui tient compte de l'ensemble des parties prenantes, l'environnement, les citoyens, les actionnaires, le public, le parapublic, tout ça. Bon, mais enfin bon, tout ça pour moi, ça n'a pas énormément d'importance. Alors je parlerai de bonne gouvernance, de bonne gestion, de bonne administration, de bonne politique aussi. La politique c'est de la gestion, c'est l'administration d'un pays, d'un espace, de façon synonyme. Alors, on disait la question de la gouvernance, ce que c'est la gouvernance, notamment la gouvernance d'un pays comme l'Algérie. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est mauvaise? Est-ce qu'il y a des échecs derrière ça? Est-ce qu'il y a des succès? Dans certains secteurs, est-ce que cette gouvernance-là mérite d'être prise comme modèle ou non? Est-ce qu'elle, certains secteurs, comme par exemple, j'aborderai le secteur de l'éducation nationale, est-ce que ce secteur-là est bien gouverné en Algérie ou non? Et puis, quelles recommandations par rapport à cette question de la gouvernance publique, quelles recommandations devrais-je oser pour des gens qui la pratiquent au quotidien? Je reviendrai dans un premier temps sur la nature de la gouvernance elle-même, qui est un concept médiatisé aujourd'hui, certes, pris par des universitaires sérieux à travers la planète, auxquels on réserve annuellement quelque chose comme, j'ai compté en 2011, il y a eu à travers le monde pas moins de 213 conférences, colloques, symposiums et j'en passe, sur la gouvernance. Personnellement, j'ai assisté l'an dernier comme invité et comme dirigeant d'un panel au Conseil social de l'Europe sur la gouvernance et ce qui pourrait être fait en Europe pour les années à venir. Alors, où est-ce qu'on est par rapport à ce concept-là en Algérie et pour le pays? Alors, pour parler de gouvernance, qui est un concept un peu fourre-tout, aujourd'hui, il faut peut-être mettre en perspective ce que l'on entend par là, par gouvernance. En fait, la gouvernance a existé depuis que l'homme existe dans une forme organisée, depuis que l'humanité existe dans une forme organisée. Cet art de gérer donc une population et ses ressources existe donc depuis très longtemps. Les Romains le connaissaient, les Carthaginois avaient aussi cet art, d'autres. Mais le concept tel qu'on l'entend aujourd'hui, du moins au niveau de la gouvernance institutionnelle et étatique, est un concept qui émerge de la fin de la guerre froide. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 80, l'Union soviétique a en fait disparu, et avec elle une certaine forme d'idée de l'organisation. Ok, alors ce qu'on appelle la mauvaise gouvernance est souvent lié à l'incompétence. Personnellement, je ne crois pas beaucoup à ce type de lien entre la mauvaise gouvernance et l'incompétence, parce que ce qui fait réellement défaut, c'est la volonté, ou mieux encore,
les conditions sociales de servir efficacement son pays, à travers l'État, à travers une entreprise quelconque, ou une administration quelconque. C'est-à-dire d'assumer avec abnégation sa mission sociale. Cela nous renvoie à la notion d'engagement. La révolution algérienne, par exemple, a été beaucoup mieux gérée et conduite que ne l'est le pays indépendant, même 50 années plus tard. Pourquoi ? Parce que nos parents et les dirigeants qui ont assumé, conduit cette révolution, étaient mieux instruits? Non. Mieux scolarisés? Non plus. On sait que rares parmi eux étaient ceux qui ont abordé l'université, et ceux-ci se comptaient sur les doigts d'une seule main, ou peut-être juste un peu plus. Ce n'est pas pour négliger l'éducation ou la compétence, loin de là, c'est pour dire que de nos jours, ce n'est pas tant un problème de compétence, mais d'engagement social et de volonté politique. Alors dans un premier temps, on va d'abord essayer de clarifier l'idée de gouvernance, le concept de gouvernance. Alors premièrement, quand on parle de gouvernance, c'est lorsqu'on parle d'organisation. C'est-à-dire que les organisations et la gouvernance sont deux choses qui sont étroitement liées. Il y a problème de gouvernance lorsque un propriétaire, que généralement on appelle le principal, est obligé d'utiliser un gestionnaire que l'on appelle l'agent, donc pour gérer son bien. Plus l'organisation, disons, est complexe, et plus il y a problème, parce que le gestionnaire dispose de plus d'informations que le propriétaire, et parce qu'il dispose de plus d'informations, on dit qu'il y a asymétrie d'informations, il peut en profiter pour son propre bien. Et dans ce cas-là, on dit qu'il y a opportunisme. Lorsque le gestionnaire fait preuve d'opportunisme, on a à ce moment-là le premier problème, si vous voulez, de gouvernance. Le thème de la gouvernance et d'une façon particulière la gouvernance en Algérie est un thème très intéressant dans la mesure où il relate l'actualité dans laquelle se déroule la gestion des affaires publiques à tous les niveaux. Si on commence par peut-être définir la gouvernance, ça signifie d'une façon globale l'ensemble des conditions dans lesquelles se déroule la gestion des affaires publiques et même privées. Toutefois, on qualifie une gouvernance de bonne gouvernance si celle-ci se déroule dans des conditions qui assurent la performance, qui assurent le bon fonctionnement d'un système, qui assurent la gestion de risques, qui assurent une utilisation optimale des ressources, qui assure le droit, qui assure la transparence et la protection des droits. Bonne gouvernance, s'il y avait une définition, disons, universelle et définitive, ça serait trop beau. La bonne gouvernance, pour moi, c'est la gouvernance, ou disons la gestion, l'administration, la politique économique, qui est adaptée au contexte au pluriel. Le contexte historique, le contexte mondial, le contexte local. Alors si cette gouvernance-là est adaptée à ces contextes, si elle en tient compte, si elle les suit, si elle y réagit de façon adéquate et avec une espèce de veille comme ça, systématique, on est dans la bonne gouvernance. Maintenant, si on parle de gouvernance ou de gestion au niveau public, au niveau de l'État ou au niveau de l'entreprise, évidemment, les objectifs ne sont pas les mêmes. Ils sont différents. Mais pour moi, c'est la seule différence, c'est les objectifs.
Les objectifs de l'État, une bonne gouvernance d'un État, c'est d'assurer les 3 éléments suivants. Premier, assurer la dignité des citoyens. La bonne gouvernance d'un État, c'est de s'assurer, je dis bien État, parce que c'est très difficile de trouver vraiment des États dans le monde d'aujourd'hui. On trouve des gouvernements, des régimes, des factions, des porteurs d'idéologie, etc. Mais l'État, dans le sens premier du terme, c'est-à-dire cette institution qui est au service d'un peuple et d'un espace national pour qu'il puisse avoir la meilleure qualité de vie possible, cet état-là n'existe pratiquement plus. Alors ce qu'il y a aujourd'hui dans le monde en général, et pour moi ça fausse totalement cette question de gouvernance, c'est en général des groupes ou des factions cooptées, soit par des idéologies, soit par l'argent. Par exemple, pour moi, les États-Unis, il n'y a pas d'État. On l'a bien vu avec la crise de 2008. Ce qui s'est passé aux États-Unis, Washington a renfloué, racheté, récompensé et indemnisé totalement le système financier qui a mis le monde dans la catastrophe que l'on connaît, et qui continue d'ailleurs. Ça continue en Europe, c'est loin d'être fini. Eh bien, on a bien vu la force de Wall Street, comment Obama a essayé de contrôler ce que fait Wall Street. Il a essayé de limiter Wall Street, c'est évidemment les milieux financiers de New York et des États-Unis en général. Il a essayé de limiter par exemple les revenus astronomiques des PDG, tout ça, même avec l'argent public. Il n'a pas réussi. On voit bien que c'est de loin l'argent et le pouvoir de l'argent qui domine aux États-Unis. Donc l'État aux États-Unis, c'est le comité de gestion de Wall Street. Je sais pas, moi, en France, c'est le comité de gestion du CAC 40, des 40 grandes entreprises qui contrôlent l'économie française. Donc, c'est pas de ça que je parle. Alors, tant qu'on a ça, tant qu'on substitue à l'État ces espèces de régimes, de comités de gestion, comme je les appelle, de classe dominante ou de classe d'argent, eh bien, on ne peut pas avoir de bonne gouvernance, parce qu'ils vont faire de la gouvernance ou de la gestion ou de la politique économique d'abord et avant tout pour satisfaire les lobbies et les institutions qui leur permettent de conserver le pouvoir. Puisque la politique, c'est devenu, en général, à travers le monde, uniquement une question de se maintenir au pouvoir. Bon, on vient de le voir avec les élections au Québec, ce qui se sont passées hier. On a bien vu que les objectifs des différents, particulièrement ceux qui ont obtenu la majorité des voix, c'était beaucoup plus se maintenir au pouvoir, quitte à changer de discours, quitte à changer de credo, de conviction, de ligne politique traditionnelle. Et je ne vais pas citer de parti en particulier, mais bon, on a bien vu ça. Donc, alors, si on parle vraiment d'État, des pays où je considère qu'il y a des États qui s'approchent de cette définition de l'État au service d'une population, d'une nation, d'un espace national pour une qualité de vie la meilleure possible et la plus durable et la transmettre aux futures générations, c'est peut-être l'Europe du Nord, l'Allemagne, la Scandinavie, la Finlande, le Danemark, la Suède, la Norvège, c'est peut-être aussi le Japon, c'est la Corée du Sud qui ont copié l'Allemagne d'ailleurs. Et pourquoi ? Parce que tout simplement dans ces pays-là, il n'est pas possible de faire de la gestion d'entreprises privées sans tenir compte d'objectifs précis fixés par les lois des États. Par exemple en Allemagne, il y a ce qu'on appelle la loi de la cogestion. En Scandinavie, on l'appelle loi de la codétermination, enfin peu importe, mais c'est une espèce de copie. Et ces lois de la cogestion datent de Bismarck, 1870. Et Bismarck, en 1870, avait déjà... pour couper un peu l'herbe sous les pieds du communisme qui était en train de monter en Allemagne et dans l'Europe industrialisée de l'époque, eh bien Bismarck a instauré le premier système d'assurance maladie universelle gratuit pour tout le monde, 1870 en Allemagne. Et après on suivi toute une série de lois qu'on appelle loi de la cogestion et qui sont des centaines ou des milliers de lois et qui s'adaptent au contexte allemand
qui évolue, à l'évolution du contexte allemand et à l'évolution du contexte mondial. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Allemagne est le deuxième fournisseur du monde après la Chine, en termes évidemment de balance des paiements, pas en termes physiques. En termes physiques, la Chine dépasse de loin l'Allemagne, mais ce n'est pas pour rien que l'Allemagne a par exemple aujourd'hui en excédent commercial le double, le triple du déficit commercial de la France, avec la même monnaie, le même espace économique, le même traité Schengen, la même Europe, Alors on a là des différences de gouvernance. Alors donc bonne gouvernance pour moi, c'est une gouvernance où vous avez un État d'abord qui joue son rôle d'État. La gouvernance, il faut de manière très très pédagogique, parce que c'est un concept complexe, je dirais que ça se décompose pour qu'on puisse apporter un jugement pour dire que c'est une mauvaise ou une bonne gouvernance, une saine gouvernance ou tout simplement une gouvernance aléatoire. On va le scinder en 4 niveaux. Il y a ce qui porte la gouvernance, ce sont les valeurs d'une nation. L'Algérie a des valeurs qui sont partagées par la population algérienne, au sein de la population algérienne, et aussi par ceux et celles qu'on peut considérer comme étant l'élite de cette nation-là, que ce soit l'élite politique, l'élite universitaire, l'élite scientifique ou l'élite d'affaires, les gens d'affaires, tout simplement, ou les leaders d'opinion dans une société comme la nôtre. Donc ce sont des valeurs communes. Il faut que ces valeurs-là soient fondatrices d'un système de gouvernance. Mais les valeurs elles-mêmes ne suffisent pas. Si c'est juste pour les répéter, ne pas les pratiquer au quotidien et par des institutions, elles ne servent pas à la gouvernance d'un pays. Ces valeurs-là doivent être animées au sein de structures, ce qu'on appelle les structures de gouvernance. Par exemple, les ministères sont des structures étatiques. Par exemple, les entreprises d'État. Par exemple, les sociétés d'État. Par exemple, les régies. Ce sont des structures. Autrement dit, ce sont des structures publiques, dans le cas de la gouvernance publique, qui sont destinées ou qui ont comme mission de servir la population. Transport, l'éducation, la justice, la défense, la recherche scientifique et universitaire, l'éducation nationale, le transport public proprement dit, ou tout simplement l'énergie. Et donc on a créé des structures pour pouvoir porter ce système de gouvernance-là. Puis à un niveau un peu plus bas, il faut un cadre de gestion, c'est-à-dire une façon de gérer les affaires publiques. On a des ministères, certes, on a des entreprises, on a des régies, on a des agences plus ou moins indépendantes. Il faut maintenant les gérer au quotidien. C'est-à-dire comment gérer les équipements plutôt, comment gérer la matière première qui rentre, comment gérer les ressources humaines, comment gérer les ressources financières, comment gérer l'information, comment gérer tout ça. C'est un cadre de gestion. On peut dire c'est un cadre administratif pour le cas algérien actuellement. On peut dire aussi c'est un cadre managérial pour certains pays un peu plus développés sur le plan industriel, économique et social. Et puis, à un niveau un peu plus bas, on a les outils. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on utilise? On utilise par exemple les politiques publiques, on utilise les programmes publics, on utilise les projets publics, on utilise des instruments qui nous permettent, publics bien évidemment, qui nous permettent ou qui permettent à l'action publique d'avoir lieu sur le terrain. Ce qui apparaît, c'est que parfois, il n'y a pas de convergence dans l'intérêt de ceux qui sont propriétaires, par exemple, d'un actif ou d'un bien, et avec ceux qui ont la responsabilité de gérer ce bien. Lorsqu'on décide, par exemple, de donner au secteur privé la responsabilité de gérer les autoroutes, il faut s'assurer que lorsque une entreprise ou une multinationale décide de prendre cette responsabilité, en fin de parcours, il faut s'assurer qu'elle a bien fait ce travail et qu'elle a eu donc que les balises ont été clairement définies pour l'accomplissement de cette tâche. Les modes contractuels, par exemple public-privé, découlent directement de ce concept-là. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que le concept de gouvernance aussi s'applique au niveau
de la compréhension de ce qu'on appelle l'imputabilité. Dans toute organisation, là où il y a de l'organisation, il peut y avoir de la gouvernance. C'est un concept qu'on peut généraliser. Et là où il y a de l'organisation, il y a de l'imputabilité. L'imputabilité, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui fait que lorsqu'on exécute une tâche bien déterminée, et que les objectifs de cette tâche ne sont pas atteints, comment est-ce que les responsabilités sont allouées? Et donc, une grande partie de ce qu'on appelle la gouvernance, c'est un peu l'art de définir les imputabilités, mais aussi l'art de définir comment est-ce qu'on récompense ou ce qu'on rémunère un travail bien accompli. Et on retrouve ça au niveau institutionnel, comme on retrouve ça au niveau organisationnel et au niveau des grandes entreprises. J'aurais dit, à défaut de cet idéal de contrôle, mais qui contrôle le détenteur de pouvoir? En fait, l'incompétence vient de l'impunité, et l'impunité vient à son tour de la soumission de ceux qui sont responsables des différentes organisations, y compris la plus haute des organisations, celle de l'État. L'incompétence vient de la soumission à des pouvoirs dominants, souvent occultes, au-dessus de tout contrôle. Et c'est pour cela que beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas d'État en Algérie. Par exemple, l'État, c'est avant tout le pouvoir judiciaire indépendant, un pouvoir judiciaire indépendant. Or, a-t-on une justice indépendante en Algérie? Les juristes et les avocats eux-mêmes reconnaissent que non. Il y a un deuxième problème de gouvernance, c'est lorsque il y a problème entre les propriétaires. C'est-à-dire lorsqu'il y a plusieurs propriétaires et qu'il y a un propriétaire qui est dominant, à ce moment-là, ce propriétaire dominant peut influencer le gestionnaire de façon à être favorisé au détriment des autres propriétaires. C'est le deuxième problème de gouvernance. Lorsque, c'est juste pour clarifier le langage, lorsque le gestionnaire prend des risques qui vont le favoriser, disons, mais dont il fait supporter le coût aux propriétaires. Les spécialistes parlent d'aléa moral. En anglais, on appellerait ça moral hazard, disons. Et c'est une situation où, en quelque sorte, le gestionnaire profite de sa situation pour prendre des décisions qui sont inappropriées pour le propriétaire. La gouvernance, c'est le système qui est mis en place. Donc, une fois que l'on a compris ce rapport entre propriétaire et gestionnaire, la gouvernance, c'est le système qui est mis en place pour régler ce conflit d'intérêts entre le propriétaire et le gestionnaire. Et donc, réduire les risques de ce conflit d'intérêts et d'aléas moraux. Dans les entreprises, le mécanisme ou les mécanismes qu'on utilise pour régler le problème de gouvernance, c'est la création d'un corps intermédiaire de contrôle qu'on appelle le conseil d'administration. On utilise aussi un autre mécanisme qui est l'utilisation de la rémunération de manière judicieuse de façon à ce que les intérêts du gestionnaire soient alignés avec les intérêts du propriétaire. Alors donc c'est ça, l'idée de gouvernance tourne autour des rapports entre le gestionnaire et le propriétaire. Une bonne gouvernance s'articule essentiellement autour de plusieurs valeurs, dans la transparence, la responsabilité, l'imputabilité, le droit, la justice, l'équité et la participation. On peut peut-être à travers l'examen d'un certain nombre de faits. En ce qui me concerne, ces faits interviennent dans le domaine ou dans le secteur de la gestion urbaine et de la gestion foncière et immobilière, étant donné que c'est le secteur qui m'intéresse, qui m'interpelle le plus. On peut en effet prendre acte
d'un certain nombre de faits et de phénomènes qui illustrent et qui traduisent un niveau de gouvernance, très malsain, une très mauvaise gouvernance, et que l'on peut par la suite voir quelles sont les raisons de ce phénomène. Une gouvernance du privé, de l'entreprise, au niveau, si j'ose dire, micro, c'est ça, c'est de faire de ses employés de véritables parties prenantes, d'accepter le syndicat comme un contre-pouvoir démocratique nécessaire. Sans démocratie dans l'entreprise, on n'a pas de rendement, on n'a pas de productivité, on n'a pas de valeur ajoutée à long terme. Parce que pour ça, on a besoin de la complicité, de ce que j'appelle la complicité active de ses employés. C'est-à-dire que les employés mettent leur intelligence, mettent leur cœur, leur sens de l'esthétique, leur sens du travail bien fait dans ce qu'ils font. Mais pour faire ça, il faut le mériter. Il leur faut des raisons. Or, les pays dont je parle, qui font de la bonne gouvernance autant étatique que privée, le font. Par exemple, je ne sais pas moi, Toyota ou Daimler-Benz ou Volvo ou Ikea ou tout ce que vous voudrez, on y partage les profits. Quand on y est employé, quasiment à vie. Quand les profits commencent à baisser, on ne se met pas à licencier des employés. On cherche à savoir qu'est-ce qui ne va pas dans l'entreprise, collectivement. Volkswagen a eu des sureffectifs de 30 000 employés après la fusion avec l'Allemagne de l'Est. Eh bien, au lieu de licencier 30 000 parce qu'ils ne savaient pas quoi en faire, ils ont diminué la semaine de travail de l'ensemble des travailleurs de Volkswagen à 3 jours semaine. Et tout le monde, du PDG jusqu'au dernier des balayeurs, touchait 3 jours salaire par semaine. Tout le monde. Ils ont fait ça jusqu'au moment de relever l'entreprise. Et maintenant, Volkswagen, c'est le premier vendeur de voitures au monde, en qualité et en quantité. Bon, donc voilà à peu près, en gros, ce que j'appelle bonne gouvernance. Si on a les bons outils, avec des politiques publiques structurées, avec des projets publics innovateurs, avec des programmes publics pour soutenir telle ou telle partie de l'action publique. Nous avons un cadre de gestion qui permet de dire est-ce que la politique publique a été bien gérée ou non, est-ce que le programme a été bien géré ou non. Donc il nous faut un cadre de gestion. En Algérie, ce cadre de gestion aujourd'hui, malheureusement, est encore administratif, mais au sens procédural du terme. C'est-à-dire on est encore dans l'étape des procédures, on est encore dans l'étape, on va dire entre parenthèses cette fois-ci aussi, entre guillemets, l'étape bureaucratique. Mais au sens noble du terme, la bureaucratie c'est autre chose que ce que je viens de dire comme bureaucratie au sens péjoratif du terme. J'expliquerai ça un peu plus tard. Et le cadre de gestion, qu'il soit administratif, bureaucratique, c'est-à-dire, ou bien managérial, c'est-à-dire orienté vers des résultats, on a des inputs, on a des entrées, qu'est-ce qu'on a mis dans le système, et qu'est-ce qui sort de ce système-là. Il faudrait qu'on fasse le rapprochement par des évaluations régulières, par des mesures, par des améliorations. Malheureusement, on n'est pas encore là en Algérie. Et là encore, la technologie, bien qu'elle nous fait avancer, elle pose aussi certains éléments de risque. Donc, lorsqu'on parle de gouvernance, c'est aussi parler de quels sont les impacts et quels sont les risques que le déploiement de ces technologies ou le non-déploiement de ces technologies pourrait avoir sur, disons, une population donnée ou un État ou un pays ou un autre ensemble. Donc, grosso modo, c'est un peu ma vision personnelle de la gouvernance. Ensuite, bien entendu, quand il y a de grandes perturbations externes, il y a les processus à mettre en place à l'interne pour répondre à ces perturbations-là. Et souvent, les États ne comprennent pas très bien ce qui arrive et ont l'impression que, en continuant à faire peut-être la même chose, qu'ils se prémunissent d'impondérables qu'ils ne maîtrisent pas. Et en fait,
on est souvent dans un schéma où ces États-là ne veulent pas faire l'effort de comprendre ce qui arrive, de comprendre les tendances globales et de mettre en place les mécanismes pour mitiger, pour gérer les risques que les gens qui sont à risque pourraient avoir en faisant ou en déployant ou en non déployant ces processus-là. Si l'on doit retenir ces mots ou cette expression de bonne gouvernance, il faut la relier à la décentralisation et à la démocratisation. La gouvernance, qu'elle soit de nature politique ou managériale, doit s'entendre non pas au sens de pouvoir ou d'autorité, mais au sens de responsabilité à assumer et surtout à en rendre compte, qu'elle s'exerce au plus haut niveau de l'État ou dans une simple structure ou organisation locale. Il faut même en finir avec la notion, avec le sens du mot pouvoir, un solta comme on dit chez nous, synonyme chez les Algériens de l'arbitraire absolu. Détenir le pouvoir, l'autorité, c'est d'abord l'exercer sur soi-même et signifie alors l'engagement, la responsabilité et l'exigence d'avoir à rendre des comptes. C'est la raison pour laquelle, avant de définir une politique de développement, de sortie de crise, il est nécessaire d'en finir d'abord avec les régimes autoritaires qui, même s'ils n'osent pas opprimer sauvagement, font la sourde oreille aux difficultés de la population ou encore font comme si ces difficultés sont indépendantes de leur volonté, ne relèvent pas de leur responsabilité. Alors c'est pour ça que gérer, c'est quoi de nos jours? Alors sans vouloir simplifier, c'est promouvoir la libre circulation de l'information, comme celle d'Internet bien sûr, pas celle d'Internet bien sûr, mais une information objective et vérifiée, dont l'analyse pourrait conduire au savoir, à des savoirs compétents, car l'information en elle-même n'est pas savoir, loin de là. Une des fonctions essentielles des gestionnaires, de la bonne gouvernance si l'on veut, c'est de favoriser la circulation de l'information et des idées d'une catégorie sociale à une autre, d'un groupe social à un autre, bref, au sein de toute la société. Promouvoir une société de savoir, la seule qui garantit de nos jours l'épanouissement économique et social, c'est briser le monopole du savoir par quelques individus ou groupuscules fermés d'individus. De toute façon, à défaut de débats ouverts et sans cesse élargi, une telle situation conduit au monopole et à la stagnation du savoir et donc de la technologie de façon générale. Le premier pilier, donc le pilier politique, lui, il fait, il fait référence à la protection des droits et devoirs du citoyen. C'est ça le pilier politique. Et là-dedans, on va parler de 4 grands domaines qui font référence à cela, qui sont importants. Le premier, c'est le respect de l'état de droit, notamment le respect des lois et règlements qui sont choisis par les organismes légitimes. Deuxièmement, c'est le respect des droits démocratiques du citoyen, quelles que soient les circonstances. Le respect des droits démocratiques, quelles que soient les circonstances. Notamment le droit de vote, le droit à une défense face à des accusations d'autrui, notamment lorsqu'il y a accusation par l'État, le droit d'exprimer son désaccord de manière pacifique. Des éléments qui sont très importants. Troisièmement, le respect des droits de l'homme. Bon, les droits de l'homme sont maintenant relativement connus, mais notamment le droit à une vie décente, la santé, l'éducation, la nourriture, le logement, ce sont des éléments qui sont importants dans les droits politiques. Puis finalement, 4e élément, l'existence d'un système judiciaire transparent et équitable. Donc ce sont les 4 éléments, disons, de ce pilier politique. Le pilier économique, lui, il consiste à assurer une création de richesse efficace, mais dans le respect des règles éthiques et morales qui sont établies. Alors, donc on doit avoir, par exemple, 4 éléments qui sont importants. Le premier, c'est un cadre économique et financier efficace. Le deuxième, c'est une saine gestion des finances publiques.
transparence et tout ça. Le respect des règles de gouvernance d'entreprise, parce que l'entreprise, il faut aussi la maintenir honnête. Et puis un cadre qui incite à la responsabilité sociale des entreprises. Donc ça, c'est les éléments du pilier économique. Puis finalement, le pilier civil, lui, il met en scène la société civile avec une participation efficace de la société civile à la vie du pays, puis le respect du droit à l'expression, à l'information, à l'investigation. Donc ce sont les trois éléments qu'on considère comme très importants lorsqu'on parle de pays. Alors, dans le domaine de la gestion des villes, la gestion urbaine, dans la gestion foncière immobilière, on peut aborder la question soit à travers un certain nombre de phénomènes ou de faits, ou à travers un certain nombre d'enjeux et de problématiques. À titre d'exemple, car le thème est très vaste, le sujet est très vaste et très riche en matière, on peut l'aborder à travers la problématique de la déficience en contrôle et en mécanisme de contrôle. La conséquence de cette déficience, c'est ce qu'on constate à tous les jours, c'est une urbanisation anarchique. C'est une occupation illicite des espaces et ce phénomène va en croissance.